Qu'est-ce qui se passe encore? Je sais pas, j'ai entendu un hurlement. Ah, j'entends rien. Ah, c'est fini maintenant. Il y a l'auto qui a démarré. L'auto? Il faudrait peut-être qu'on aille voir. Mais qu'est-ce que ça peut bien être au beau milieu de la nuit? D'abord, quelle heure il est? 1h30. Ça, c'est madame. Écoute, Willy, c'est pas normal. Oui? J'arrive tout de suite. Il faut que j'y aille. Excusez-moi, madame, vous avez appelé? Mon Dieu, ça y est. Willy? Oui, madame. Qui est sorti avec l'auto? Il y avait un moteur, un bruit d'auto. Ah, j'ai rien entendu, madame. J'appelle de chez Enerscheid. Oui, docteur. Oui, je crois que c'est encore une attaque. Des gouttes en attendant. Bon. Oui, oui, je vais ouvrir le portail. Oui, merci. Le docteur va venir. Il arrive tout de suite, madame. Les gouttes ne me font plus aucun effet. Bien. Il faut que je vous laisse un moment toute seule, madame. Je dois aller ouvrir le portail au docteur. Bonsoir, docteur. C'est grave. Bon, c'est comme d'habitude. Je prends votre sacoche, docteur. Oui, merci. Et tu dis qu'il manque une voiture? Oui, c'est la bleue qui a disparu. La bleue? Celle du jeune monsieur, alors? En plein milieu de la nuit? Est-ce que tu as regardé dans sa chambre, au moins? Moi, aller dans la chambre du jeune maître, tu te rends compte? J'ai pas reçu d'ordre. Tu y vas. Tu frappes. S'il n'y a pas de réponse, alors tu entres. Et s'il n'a pas fermé à clé, tu n'as qu'à dire que madame a eu une attaque. C'est vrai, non? Je sais pas si... Allez. Si tu n'oses pas y aller, c'est moi qui vais y aller. Mademoiselle. C'est une très grande famille. Ah oui, grande? Non, c'est pas parce qu'ils ont eu beaucoup d'enfants qu'on les appelle une grande famille. C'est une vieille famille. Enerscheid. T'as entendu parler? Ah non. Tu devais être trop jeune sans doute. Une très noble famille. C'est à nous ces voitures?
Mais après ce qui s'est passé cette nuit, il y a pas mal de monde. Notre voiture, le service des empreintes et les voitures de police. Oh, le pauvre gaz. Le grand conseiller du commerce, Hennerscheid. Admettons qu'il était expert comptable dans sa société. L'entreprise a disparu depuis, mais la famille est bien là. Et l'argent est bien là, lui aussi. Le jeune docteur Hennerscheid, il se trouvait dans ce bar cette nuit-là? Mais c'est bien ça. T'as des témoins, toi? Mais ça n'a pas été évident. Quand vous débarquez à 5 h du matin chez les gens avec une carte de police, vous n'êtes pas très bien reçu. Ah, bah ça, c'est les joies du boulot. Monsieur le commissaire. Ah, bonjour, monsieur Pelletz. Bonjour, commissaire. Eh ben, pour vous aussi, la nuit a été courte. Ah oui, on vous attend, monsieur. Commissaire Köster, je suppose. Je suis Gerhard Hennerscheid. Bonjour, docteur Hennerscheid. Voici mon collègue Heimann. Monsieur, Bonjour. je vous en prie. Je vous ai pas rencontré lorsque nous sommes venus cette nuit. Non. Voici le docteur Pistralek, notre médecin traitant. Oui, nous nous connaissons déjà. Puis-je vous offrir quelque chose, à moins que vous ne buviez pas pendant le service? Mais nous ne sommes pas des conducteurs d'autobus. Nous ne refusons pas de boire un verre, voyez-vous. Volontiers, prenez place. Willy, sers à boire à ces messieurs. Pardon, est-ce que ces messieurs sont des policiers? Oui. Vous les avez rencontrés la nuit dernière. Oh, il y avait tellement de monde. Ah oui, maintenant je m'en souviens. Est-ce que madame votre mère est au courant de l'accident? Non. Le docteur Pistralek nous a formellement interdit d'avertir ma mère, dont malheureusement l'état de santé actuel est extrêmement grave. N'est-ce pas, docteur? Pardon, qu'est-ce qu'il y a? Je parle de maman. Ah oui, évidemment, non, il faut pas l'avertir, sous aucun prétexte. Mais elle a bien dû entendre quelque chose cette nuit. Il y a eu tellement de monde, le bruit des voitures, les va-et-vient, tout ça. Non, elle n'a rien entendu. Le docteur lui avait administré un puissant somnifère. Eh bien, voilà qui ne va pas faciliter l'enquête. Le témoignage de votre mère est capital, vous vous en doutez bien. Vraiment, ça pourrait la tuer, monsieur. Mais calmez-vous, docteur, n'ayez pas d'inquiétude. Nous avons fait croire à ma mère que la nuit dernière, Louise a été prise d'une attaque de colique néphrétique, qu'elle est gravement malade et qu'on l'a emmenée à la clinique. C'est déjà plus qu'elle ne peut supporter dans l'état où elle se trouve actuellement. Mais pourtant, il faudra bien que je la voie, dès qu'il ira un petit peu mieux, bien sûr. Si vous voulez mon point de vue sur la question, je crois que c'est une tentative d'enlèvement qui a échoué. Vous n'êtes sûrement pas sans savoir que lorsque la fille du docteur Hessenroth a été enlevée, les enquêteurs ont trouvé une liste de noms sur laquelle figurait celui de notre famille, parmi quelques autres. J'en ai été informé. Bien. Alors peut-être que Louise s'est débattue. Ah, ça, c'est votre point de vue. Dites-moi, c'est mon verre, ça? Oui, oui, oui. Ah, Ou alors, c'était un cambrioleur qui cherchait des bijoux. Et votre sœur a dû le surprendre. Oui. Pour son malheur et le malheur des siens. Ah, tu parles d'une histoire. Ah, qu'est-ce que je t'avais dit de ne pas te mêler de ça? Mais je m'en suis pas mêlé. Mais si, voyons, tu t'en es mêlé. Tu aurais pu trouver une excuse, quelque chose. Comment ça, une excuse? Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre? Fais attention avec le jeune monsieur. Malheureusement, sa mère en a plus pour très longtemps. Il n'y a rien de compromettant dans tout ce que j'ai dit à madame la conseillère. Le jeune maître doit s'estimer heureux. Il peut compter sur moi. Vaut mieux pas se mêler des affaires des maîtres. Vous avez une bien curieuse profession. C'est peut-être son étrangeté qui fait son charme. Mais revenons à la nuit dernière. Vous n'étiez pas là quand le malheur est arrivé? Non. Si je n'étais pas reparti, j'aurais peut-être pu l'éviter. Vous sortez souvent à 1h30 du matin? Enfin, est-ce que ça fait partie de vos habitudes? Certaines personnes vivent plutôt pendant le jour et d'autres pendant la nuit. Je suis plutôt de la nuit. Par exemple, hier, j'ai travaillé jusqu'à 1h10. Et puis vous avez éprouvé le besoin d'aller au bar Ève. Ça n'a pas été très compliqué à trouver. D'ailleurs, vous êtes un habitué du lieu. La chose est connue de tout le monde. Et mon collègue s'est assuré que vous étiez vraiment dans ce bar. C'est curieux, mais j'ai l'impression que vous me soupçonnez. J'y étais bien, en effet. Votre valet de chambre au maître d'hôtel m'a dit qu'il a entendu démarrer votre voiture juste après le cri. Il a dit ça. Oui, il a dit ça. Peut-être que c'était celle du meurtrier. Peut-être.
En effet, c'est peut-être ça. Mais tôt ou tard, voyez-vous, vous serez obligé de dire à madame votre mère la terrible vérité. Cette perspective, vous vous en doutez, commissaire, me glace d'effroi. Veuillez avoir l'extrême obligeance de me téléphoner dès qu'elle ira mieux. Excusez-moi si je ne vous raccompagne pas. Tout à fait normal. Et pour le corps? Je vous téléphonerai dès qu'il pourra vous être rendu. Ces messieurs n'étaient pas des policiers par hasard. Vous n'aviez pas réalisé que c'était des policiers? Docteur, il faut donner les soins à ma mère à présent. Inspecteur, Oui, ou c'est commissaire, qu'est-ce qu'il faut que je dise? je m'appelle Custer. Je n'ai aucun alibi. Vous étiez bien couché avec votre femme, non? Ah oui, mais si vous croyez ce que ma femme a dit, enfin le tribunal s'il croit qu'elle a dit ça parce qu'elle est ma femme, alors moi je n'ai aucun alibi. Mais c'est pas moi, commissaire. Mais ça va faire la 4e fois que vous me le dites. Monsieur le commissaire. Mais je vous crois, vous inquiétez pas. D'accord, mais si Bah, jamais... écoutez, puisque je vous dis que je vous crois, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la sonnerie du téléphone intérieur. Il est relié à l'appartement de madame. Willy, la patronne. Veuillez m'excuser. Allez vite, on vous demande, hein, on trouvera la sortie tout seul. Merci. Commissaire, et pour mon alibi? Ça jouerait plutôt en votre faveur. Pourquoi donc? C'est toujours les coupables qui ont un alibi. Allez à votre travail, allez. Nous ne connaissons pas encore cette dame, mais on la sent partout. À votre service? Oui, bien sûr. Oui, j'arrive. Ça fait au moins du 260 à l'heure, ces engins-là. Bon, en ville, j'espère. Dis donc, combien de temps faut-il pour aller d'ici au bar? Sans forcer une demi-heure. D'après ce qu'il a dit, il aurait terminé son travail à 1h10. Hein. Ça nous fait 40 minutes de trop. Ça m'a l'air assez clair, ça. Un chercheur privé, un intellectuel, est en train de mettre au point un bouquin sur les alphabets cunéiformes, un dictionnaire. Moi, je crois qu'il ment. Et pourquoi mentirait-il? Et pourquoi il aurait tué sa sœur, hein, dis-moi? Ben, il est célibataire, elle était célibataire, il est le seul héritier maintenant. Avec tous les millions qu'ils ont, il y en a assez pour tous les deux. Ces gens-là, il en faut toujours plus. T'as l'air bien amer. Je parie qu'il nous observe depuis l'une de ses innombrables fenêtres. Alors, on va tout de même pas lui faire le plaisir de regarder, hein? Ça tient pas debout, ces théories. Pourquoi pas, grand Dieu? Admettons que sa sœur ait débusqué un cambrioleur ou que quelqu'un ait voulu l'enlever, hein? Elle se serait débattue, elle se serait pas laissée faire, voyons. Oui, mais on a tout fouillé, on n'a pas trouvé la moindre trace de lutte. L'assassin aurait pu effacer les traces. En si peu de temps. Mais comment sais-tu qu'il avait si peu de temps entre le moment où la femme du concierge a entendu le cri de la victime et le moment où son mari a découvert le corps? Il dit qu'il s'est passé de 12 à 15 minutes. C'est là que le docteur Enerscheid et sa Maserati sont envolés. Maman, est-ce que tu m'entends? Maman? Non, mais les médicaments que je lui ai donnés ont dû faire leur effet. Bon, vous irez chercher ceci à la pharmacie. Oui. Willy. Est-ce que c'est... Willy. C'est moi, madame. Ma mère veut te parler. Seule. Je suis là, madame. S'il y a des appels, passez-les-moi au restaurant. Oui, je suis le concierge. Un instant, madame, je vais regarder. Une grosse enveloppe sans adresse dessus. Excusez-moi, vous avez une lettre. Enfin, qu'est-ce que c'est? Qui êtes-vous? Qui a bien pu mettre cette grosse enveloppe dans mon casier? Allô, le standard? Passez-moi à la police. Alors, c'était vous. Et vous mettez des choses dans mon casier sans que je le sache. Nous ne pourrons plus attendre, monsieur Enerscheid. Vous dites qu'elle a passé une bonne nuit. Est-ce qu'on pourra lui parler aujourd'hui? Un instant, je vous passe le commissaire Custer. Oui, docteur. Vous avez pu parler à madame votre mère? On ne peut pas attendre davantage, mon cher docteur. La dépouille mortelle de votre sœur va vous être rendue. Il faudra préparer les funérailles. Pour moi, c'est ce playboy. Passe ses nuits à faire un dictionnaire que personne ne lira jamais. Ensuite, il va traîner dans les bars. Il doit dormir le jour. C'est pas parce qu'il dort le jour que c'est le meurtrier. Excusez-moi, docteur. Oui. Oui, un instant. Patientez un petit peu. Hein. Je suis en ligne. Merci. Alors, docteur, vous m'appelez le plus tôt possible. S'il vous plaît, ne tardez pas trop. C'est extrêmement important. Je vous remercie. J'écoute. C'est un petit jeune qui débute chez nous. Il n'est pas encore au courant.
La famille Hennerscheid est de nos habitués. Et depuis hier, tous les journaux en parlent. Pourriez-vous libérer le petit Groom juste une demi-heure? Je vous remercie. Je vous envoie une voiture. Il y a quelqu'un qui a déposé une grande enveloppe sans mettre d'adresse dessus au concierge de l'hôtel des Trois Rois. Et puis avec leur défilé de mode, il y a un monde fou. Ça a été remis à un petit Groom pour le donner au concierge. Un quart d'heure après, le concierge reçoit un coup de fil. On vient de vous donner une grande enveloppe. Il faut que vous téléphoniez immédiatement à la police. Le contenu de l'enveloppe est extrêmement important. Il s'agit du meurtre de la fille Hennerscheid. Là-dessus, on a raccroché. Eh ben, je pars tout de suite. Et ramène-nous le petit Groom, même par les oreilles. C'est pour vous. Merci. Ah, c'était une belle fille, hein. Il y avait beaucoup de monde. Puis de l'un à l'autre, quelqu'un a fait passer une enveloppe en disant comme ça, c'est pour le concierge, il est au courant. C'était un homme ou une femme qui vous a remis l'enveloppe? Ah, ça, je ne saurais pas vous le dire. Avec tout ce monde, je ne voyais que des chapeaux les uns à côté des autres. Si vous voyez tout ce qui se passe depuis une semaine... Enfin, quand même, j'ai vu la main avec le gant, l'enveloppe et des grandes lunettes noires. Remettez ça d'urgence au concierge, il est prévenu. Puis elle a disparu. Et ça, qu'est-ce que c'est? Des photocopies. On ne peut rien en faire. On va vous ramener à l'hôtel tout de suite. Merci beaucoup. Faites monter Aldorf. L'écriture secrète? Des hiéroglyphes? Monsieur le commissaire? Conduisez ce jeune garçon à l'hôtel des Trois Rois, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup. Et saluez le concierge pour moi. Merci. Au revoir. Écriture codée des hiéroglyphes, on dirait. Hein? Comment appelle-t-on ces caractères? Cunéiforme? Exact. Où employait-on cet alphabet? À Babylone? Et dans d'autres pays, dans la Syrie. Et qui est spécialiste des études sur la Syrie? Le docteur Gerhard Hennerscheid. Vous pensez que c'est lui qui a envoyé ça? Et si c'est lui, pourquoi tout ce mystère? Et alors, admettons qu'un graphologue étudie ce texte qui est manifestement écrit à la main. Ce graphologue pourrait-il trouver qui écrit ces pages, bien que ce soit des hiéroglyphes? Peut-être que les services centraux de la police pourraient nous aider. Tu peux faire ça, s'il te plaît? Gert, des boutiques qui photocopient, il y en a combien ici? Je dirais une centaine environ. Je crois qu'il va falloir aller demander à chaque magasin. Hein? Ouais. Tiens. Moi? Tu le feras très bien. Mais donne-le d'abord au service des empreintes. Une commande de ce genre n'a pas dû passer inaperçue. À plus tard. Oui, qu'est-ce que Ça ne sera pas un travail facile. Vous en êtes consciente? Le métier d'infirmière est très difficile. Oui. Il y a eu dans cette maison, enfin dans cette famille, une terrible tragédie. Le meurtre Hennerscheid. Vous savez? C'était écrit dans tous les journaux. Oui, malheureusement, je n'ai pas pu éviter cela. Donc, vous savez. Mais ma mère n'est pas au courant. Mais que dites-vous à votre mère quand elle demande où est votre sœur? Vous devez savoir que les personnes âgées sont difficiles à tromper. Il a bien fallu lui dire que Louise était tombée gravement malade et qu'on avait dû l'hospitaliser d'urgence. Mais ça ne durera pas éternellement. Bien sûr, je le sais bien, mais vous... Maman, tu étais là. Qui est cette jeune femme? Ta nouvelle infirmière. Elle s'occupera de toi. Le docteur Pistralek nous l'a recommandé. Bonjour. Bonjour. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Karine. Bien. Pourquoi ma fille ne s'occupe pas de moi? Maman, tu dois aller te reposer maintenant. Non, je me sens très bien, mon fils. Je veux savoir ce qui se passe avec ma fille. Maman, nous t'avons déjà dit qu'elle est à la clinique. Oui. Vous m'avez dit qu'elle est très malade, qu'elle est très gravement malade. Elle est morte. Mais qu'est-ce que tu dis là? Avouez-le, elle est morte. Je le sais qu'elle est morte et depuis longtemps. Vous mentez tous. Je veux lui téléphoner. C'est formellement interdit qu'on lui parle. Je veux aller à la clinique pour lui parler. Billy, Non, mademoiselle, elle est morte. emmenez-la. Laissez-moi lui parler. Elle est morte. Hennerscheid. Docteur, venez tout de suite.
Pas plus d'une dizaine, rien que les proches parents. Vous êtes au bureau actuellement? Bien, mademoiselle Karine. Et s'il se passe quelque chose, vous savez où me trouver, n'est-ce pas, hein? Bon. Maintenant, passez-moi le docteur Enerscheid. Je ne voudrais surtout pas qu'il s'étonne de la longueur de notre conversation. Excusez-moi, docteur, vous avez toute votre famille autour de vous, je ne veux pas vous déranger. Mademoiselle Karine, l'infirmière, m'a tenu informé de l'état de madame votre mère ces jours-ci. Vous le lui avez dit, n'est-ce pas? Hier, oui. Jamais j'aurais pu me pardonner de ne pas avoir parlé avant l'enterrement. Elle n'a pas assez de force pour se lever, d'ailleurs. Elle ne s'est pas jointe à la famille. Elle se repose toute la journée, les yeux fermés. Il n'y a donc aucune possibilité d'avoir un entretien. Écoutez, docteur, je vous laisse quelques jours de répit après l'enterrement. Ensuite, il faudrait qu'on se parle. Bien. Alors, à bientôt, docteur. T'as trouvé les empreintes? J'en ai beaucoup, mais aucune ne correspond à ce qu'on a. On en trouvera peut-être en persévérant. Et les services généraux? J'ai perdu mon temps. Personne ne connaît l'écriture cunéiforme. Eh ben, vois-tu, ça ne m'étonne pas du tout. J'en ai interrogé 47. J'ai montré la photocopie partout, rien. Il te reste combien? Ça doit faire une cinquantaine. Vous permettez que je boive un verre? Finis d'abord ton travail. Est-ce que vous verriez un inconvénient quelconque à ce que je me fasse aider par quelques gars? Si t'arrives à en trouver. J'ai enfin trouvé quelqu'un capable de déchiffrer les caractères cunéiformes. C'est indiqué par la bibliothèque municipale. Dans les deux services que j'ai interrogés, on m'a recommandé le même. Expert en la matière. Vous voulez savoir qui? Dr. Enerscheid. Ah oui, celui-là, on peut pas l'embaucher. À force d'insister, ils ont fini par en trouver un autre, un certain Soliman Ludovic. On m'a dit qu'il était étonnant. Il habite rue de l'Académie. Et lui peut comprendre tout ça? Mais d'accord pour essayer. Que Ah, c'est le professeur Peterson. Mais oui, je le connais, c'était un chercheur à titre privé. Il est en train de faire un bouquin sur l'alphabet cunéiforme. Ah non, j'ai pas à apprendre son nom, je vois très bien qui c'est. Qui siffle dans cette maison. Quelqu'un siffle? Oui, j'ai entendu quelqu'un siffler. C'est toi, mon fils, qui a sifflé? Oui. Pourquoi? C'est toi qui as sifflé. Je suis désolé, maman. Vraiment, je ne pensais pas te déranger. Ça ne me dérange pas du tout. Mais tu es dans une maison en deuil. Tu l'as oublié, peut-être. Pardon. Pourquoi t'es-tu habillé d'un smoking? Je voulais te souhaiter une bonne nuit. Je vais à l'opéra. Riccarelli chante dans Don Carlos. Ta jeune sœur est à peine enterrée et tu oses aller à l'opéra. Enfin, maman... Je n'arrive pas à y croire. Il ne reviendra pas à la vie si je ne vais pas à l'opéra. C'est honteux, vraiment honteux. Ça ne sert à rien de t'énerver, maman. La dernière fois, tu as emmené Louise, vous êtes allés à l'opéra tous les deux. Oui. Mais ce soir, à côté de toi, sa place restera vide dans notre loge. Maintenant qu'elle est morte. Je pense que Louise serait d'accord, tu sais. Il faut que j'y aille. Bonne nuit, maman. Bonne nuit, mademoiselle. S'il y a quelque chose, à l'opéra, loge numéro 1 au promenoir. Il n'a pas de cœur. La vie reprend ses droits. En 1949, mon mari est mort. Depuis cette année-là jusqu'en 1959, 10 ans, je ne suis pas allée une seule fois à l'opéra, ni au concert, rien. Et jusqu'à l'année 1974, je n'ai porté que du noir. J'ai porté 25 années le deuil. Je devais à mon mari cet hommage. C'est différent quand on est marié, non? Sûrement, ça n'est pas pareil. Il a osé partir.
Dieu, madame, mais que faites-vous? C'est la porte. Elle vient de s'ouvrir. Qu'est-ce qui vous manque? Est-ce que je peux vous aider? Non, 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 laissez-moi. Madame. Madame, pourquoi vous êtes-vous levée? Madame Pels, dites à Willy qu'il ouvre tout de suite le portail. Le docteur arrive. Oui? Docteur Pistralek? Je ne sais pas, non. Oui? Le docteur arrive tout de suite. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Willy. C'est très sérieux. C'est pas un simple malaise. Oui, c'est ce que je craignais. Son état a brusquement empiré d'une façon terrifiante. Elle a eu un choc ou quelque chose qui l'aura bouleversée. Pourtant, tout à l'heure, elle marchait, c'est moi qui l'ai trouvée. Qu'est-ce que vous dites? Ben, elle est élevée. Ah oui, elle s'est levée, je l'ai trouvée dans le couloir. Ah, mon Dieu. Et qu'est-ce qu'elle voulait? Je n'en sais rien, elle n'a rien dit. Bon, je vais essayer de téléphoner au curé de la paroisse. C'est peut-être la fin. Et son fils, il faudra le prévenir? Comment? Il est sorti? Il est allé à l'opéra. Je suis chez les Enerscheid. Le curé de la paroisse est-il là? Ah oui, je lui en avais déjà parlé. Je suis le médecin. Le médecin. Le commissaire Custer, s'il vous plaît. Le commissaire principal Custer. C'est l'infirmière, monsieur le commissaire. Oui, je donne les soins à madame Enerscheid. Oui, son état s'est aggravé subitement. Oui, descendez tout de suite, monsieur le curé ne va pas tarder à arriver. Oui, docteur. Oui, c'est grave. Non, le docteur Enerscheid est à l'opéra. Loge numéro 1 au promenoir. Vous avez entendu.
Mais quoi? Lui, Comment lui? c'était bien lui. Il voulait ma mort. Mais qui voulait votre mort? Lui, il n'est pas allé à l'opéra. Votre fils? Oui, c'est lui qui a tué Louise. Et maintenant, il voudrait me tuer. Me tuer. Madame, voilà monsieur le curé. Bonjour, chère madame. Vous ne l'avez raconté à personne, n'est-ce pas? Non. C'était peut-être dans son délire, elle avait beaucoup de fièvre. Ayman ne devrait pas tarder. J'ai pensé qu'il fallait absolument que je vous le dise. Un autre décès dans la famille Enerscheid. La mère succombe à son chagrin. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour. Destin tragique d'une grande famille. Un beau sujet en or pour la presse. Ce qui m'étonne surtout, c'est qu'elle soit morte de mort naturelle. Moi, je trouve ça bizarre. Ce qui est bizarre aussi, c'est qu'elle se soit levée. Qu'est-ce qui a bien pu la faire se lever en pleine nuit et dans son état? Ouais. C'est aussi ce que je me suis demandé. Mais écoutez donc ça, le texte est arrivé. La traduction des hiéroglyphes par le docteur Soliman, ça vient tout droit de Syrie. C'est assez intéressant. Écoutez-moi ça. Voici ce qui s'est passé dans les yeux pleins de miséricorde du Dieu éternel à nu, devant les yeux du Dieu bel. Ce que jamais entre les deux fleuves on a encore entendu. C'est une histoire d'amour et de mort. Le docteur Soliman dit que le texte est très étrange. Il n'a jamais eu affaire à un sujet de ce genre. Si vous voulez mon avis, il y a quelqu'un qui se fiche de nous. Bon. Ben moi, je vais continuer à m'occuper des boutiques de photocopie. Ah, au fait, on m'a affecté 3 hommes. Félicitations. Qu'est-ce que c'est que cet ordre de perquisition du procureur? J'ai demandé spécialement. Ça fait partie de mon plan. Partie de votre plan? Et donc, au lieu de me poser des questions, prends mes communications sur ton poste. Des yeux pleins de miséricorde du Dieu à nu. Devant les yeux du Dieu bel. Bien, je pense que tout le monde est là. Bonjour, commissaire. Bonjour, docteur. Messieurs. Comment allez-vous? Très bien, merci, monsieur le procureur. Voici mon collègue Ayman et voici également monsieur Brenner. Bonjour. Mon avocat, maître Zipsich. Bonjour, maître. Je ne l'ai pas fait venir pour créer des difficultés. Oh, je ne m'attends à rien de ce genre. La perquisition est une simple formalité. J'en attends moi-même des révélations. Alors commençons. Commissaire Custer. Oui. Docteur Enerscheid, acceptez-vous que la perquisition commence par les affaires personnelles de madame votre mère? Naturellement. La chambre de ma mère est par là. Rien de spécial? Non, rien de spécial. Je pense que cela suffit. Oui. Vous voulez voir le salon? Pour nous, il ne peut s'agir que d'une simple visite.
On ne peut faire plus, vu l'étendue de la propriété. C'est votre livre d'or, docteur? Oui. Est-ce que je peux y jeter un coup d'œil? Êtes-vous d'accord? Naturellement, je vous en prie. À quelle date votre père est-il mort, docteur? 1949, commissaire. Ça fait donc bien longtemps qu'il vous a quitté. Mon oncle était fondé de pouvoir dans la société de votre père. Monsieur le procureur, en ce qui me concerne, nous ne pouvons abroger. Ce qui m'intéresse pour le moment, c'est le cabinet de travail du docteur Enerscheid. Vous avez bien un bureau à vous, n'est-ce pas? Oui. Et vous pouvez voir aussi le bureau de mon père. Eh ben alors on va aller voir tous les deux tout de suite. Nous laisserons mes collègues visiter les autres pièces de la maison. Allons-y. Si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Aucun inconvénient. Voilà donc le cabinet de travail de mon père. Rien n'y a été touché depuis le jour de sa mort. Ma mère le voulait ainsi. Elle gardait la clé sur elle jour et nuit. Monsieur Pels était seul autorisé à y pénétrer une fois par semaine pour épousseter et aérer. N'est-ce pas, Willy? C'est bien cela, docteur. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien, c'est la lumière tout à coup. Passons maintenant dans mon cabinet de travail. Je n'ai pas un goût aussi poussé pour la tradition. Bonjour, mademoiselle Karine. Bonjour, commissaire. Nous n'en avons plus pour longtemps. Merci. Vous connaissez l'infirmière? Mais oui, je le connais. Le docteur Enerscheid est un spécialiste de l'Orient. C'est une sommité. C'est un sot, si je ne me trompe. Oui, c'est exact. Ce sont des hiéroglyphes. Un texte inconnu, on dirait. Vas-y. Ce qui s'est passé devant les yeux, plein de miséricorde, du Dieu éternel à nu. Devant les yeux du Dieu bel. Voici ce que jamais, entre les deux fleuves, on a encore entendu. Vous savez lire cela? Pourquoi pas vous? C'est absolument fascinant, docteur. Écoutez, me permettez-vous de vous l'emprunter? Je vous le rends dans moins d'une heure. Je n'en reviens pas que vous puissiez traduire ce texte. Merci. Brenna, prends ce texte et porte-le avec le plus grand soin à la photocopie. Ramène-le sans faute une fois terminé. Hein? Ça vous convient comme ça, docteur? Oui. Alors, monsieur le procureur, c'est fini. J'ignorais cela de vous. Est-ce que ce texte a une signification spéciale? Vous parlez de notre affaire? Naturellement. Ah ben, vous savez, il y a très peu de textes babyloniens qui nous restent. Tous les orientalistes cherchent à découvrir le manuscrit qui ferait sensation. Et un nouveau texte comme celui-ci ferait sûrement un effet extraordinaire sur les connaisseurs, n'est-ce pas, docteur? Ou bien s'agirait-il d'infos que vous seriez amusé à écrire? Non. Non, c'est autre chose. Il s'agit de... Ce n'est pas du tout un original, c'est un travail que j'avais entrepris. Le contenu peut présenter des analogies avec certains originaux authentifiés depuis longtemps, mais cela n'a rien à voir. Allons, messieurs, peut-être aimeriez-vous prendre quelques rafraîchissements? Non, je vous remercie. Non, merci, non.
Non, non, vous restez ici. C'est bien cela que vous étiez surpris de ne pas trouver sur le bureau du défunt monsieur Enerscheid. Je ne comprends pas, il était toujours sur son bureau. Vous ne direz rien, vous m'entendez? Vous allez descendre, servir comme si de rien n'était. Pas un mot de tout ça, d'accord? Venez par ici. Déposez cet objet au service des empreintes. Sans vouloir m'imposer à vous, je ne serais pas fâché d'avoir votre avis sur cette bien malheureuse affaire. Et vraiment, je suis absolument estomaqué. Que vous connaissiez les hiéroglyphes. Mais je connais pas plus que vous les caractères cunéiformes, monsieur le procureur. Comment? Mais non. Ah, je me sens un peu moins ignorant. J'ai reçu une copie de ce texte en caractère cunéiforme au commissariat. Alors je l'ai fait traduire par un certain docteur Suleiman Ludovic, et puis je l'ai appris par cœur. Ce Ludovic dit que ces caractères ne ressemblent pas aux écritures syriennes originales. Ils sont nouveaux. La calligraphie en est très belle, et d'après lui, la personne qui l'a faite peut en être très fière. Attendez, Custer, si vous pouviez me laisser en face. Je suis à 2 pas de chez moi. Oh, oui, bien sûr, voyons. Arrête-toi ici, hein. Merci beaucoup, Custer. Au revoir, monsieur le procureur. Dites-moi, mon cher Custer. Cette affaire m'intéresse au plus haut point. Qu'est-ce que c'est que ce texte? C'est un journal secret, au fond. Un texte assez érotique. C'est l'histoire d'un amour défendu entre un frère et une sœur. C'était assez fréquent à Babylone, ce genre de mariage, non? Ça se passait comme ça en Égypte, monsieur le procureur. Et cette histoire, monsieur Enerscheid l'a écrite lui-même? C'est l'histoire d'une passion dévorante entre un frère et sa sœur. Ils ont peur, ils craignent que la mère nous en aperçoive. Elle est très pieuse, bien sûr, une sorte de dévote dans son genre, qui veut que sa fille se laisse épouser par un riche héritier pour régler l'affaire. Le docteur Ludovic dit que c'est une ode qui célèbre cet amour interdit et la jalousie de l'auteur pour l'homme qui prendra celle qu'il aime. C'est l'histoire du plus vieux tabou humain. Pour finir, dans le texte qui clôt le manuscrit, cet amour va pousser le frère à vouloir tuer sa sœur. C'est comme un mandat d'arrêt contre le docteur Enerscheid. À cause d'un texte en hiéroglyphe, monsieur Custer, vous êtes sûr? Ça va nous emmener encore plus loin. Peut-être savons-nous déjà quelque chose. Oui. Mais il y a les empreintes du concierge, de sa femme, le docteur Enerscheid, et puis de la vieille dame. Des empreintes de tout le monde, prises la nuit du crime. Mettez vos lunettes, mon vieux. Lisez le rapport. Alors, oui. C'était vraiment pas la peine de s'énerver comme ça. Quoi? Bien, faites vite. Voilà les copies que j'ai fait faire. C'est la même chose? Ben, naturellement. T'as vu la tête du docteur Enerscheid? T'as vu de sa tête quand j'ai fait semblant de pouvoir traduire son texte? Mais vous n'aviez pas besoin de l'original pour faire des photocopies, patron. Mais il savait pas que j'avais déjà entre les mains un exemplaire de son manuscrit. Et maintenant, il sait que je me trouve en possession d'une copie et que je suis en train de la lire. Et maintenant, je me demande ce qu'il va faire. On va tout savoir par le coup de papier, aujourd'hui, dans quelques heures. Le docteur Enerscheid est le meurtrier, selon vous? Écoute, au point où nous en sommes et dans l'état actuel de notre enquête, son texte, je le prends pour un aveu. L'aveu de son histoire d'amour avec sa sœur. Cette histoire a un seul témoin. Ce texte babylonien écrit à la main en hiéroglyphes. C'est place Amélie, patron. Au coin, juste à côté de l'académie. On l'a trouvé, ça y est. Alors, tu vois bien, c'est la persévérance. La personne qui a porté le manuscrit, qui c'est? La fille qui s'occupe du magasin s'est très bien souvenue du texte. Elle m'a donné un signalement précis. Si ça, c'est pas le signalement du factotum nommé Vili, alors là, je me fais moine. Mais en effet, ça en a tout l'air. De toute façon, j'avais l'intention de le convoquer, celui-là. Écoute-moi bien, Gert. Tu vas repartir immédiatement. Tu dois certainement te souvenir du livre d'or dans le salon, là. C'est une pièce capitale pour notre affaire. Pourquoi est-il si intéressant, ce bouquin? La liste des invités, bien entendu. Je me suis aperçu en le consultant que les Enerscheid, jusqu'à il y a 4-5 ans, avaient une vie très mondaine. Tous les mois, une réception importante, plusieurs centaines d'invités à chaque fois au bas mot, au moins. Et même après la mort du père. Et tout à coup, plus rien. Le désert absolu. Plus rien. Et d'après vous, la liaison entre le frère et la sœur daterait de cette époque? Ça pourrait bien être ça. Et au cours de l'année passée, une seule signature, le nom d'un certain Berthold Baron Redinger, le 4 mai. Il était seul? Il était seul à être invité, c'est ça. Et puis plus rien. Aucun autre invité depuis ce jour-là.
Sauf maintenant la liste des proches parents qui sont venus se joindre pour l'enterrement de Louise Enerscheid. Tu iras voir ce Berthold Baron Henninger. Quant à moi, je vais aller faire quelques petites visites de mon côté. Au revoir. Je serai de retour en fin d'après-midi. Très bien, entendu comme ça. J'ai été bouleversé quand j'ai appris la mort de Louise Enerscheid. Bouleversé. Vous la connaissiez bien? Oh, en fait, je la connaissais à peine. D'après ce que je sais, vous avez bien été invité le 4 mai. Certainement. Si c'est cela que vous voulez dire. Oui, je la connaissais. Je la connaissais de vue. Sa voix, sa silhouette. Enfin, si connaître quelqu'un c'est cela, alors oui, je la connaissais. Mais je ne l'ai guère approché. Et son frère? Son frère de la même façon. Avez-vous eu avec Louise Enerscheid une aventure? Monsieur, vous devenez indiscret. Si vous voulez nous aider à élucider cette triste affaire, il faudra me laisser poser des questions indiscrètes. Qu'est-ce qui vous dit que je désire vous aider? Bon. Au cours d'une soirée, j'ai fait la connaissance de Louise Enerscheid. Nous avons parlé de choses et d'autres. Et elle, son frère et moi, nous avons discuté comme on peut discuter. Et puis ils m'ont invité chez eux. Le 4 mai, en effet. Comment était-ce? Comment c'était? Je me souviens de ce souper avec horreur. C'était comme si je me trouvais seul avec Louise, assis entre deux sinistres marionnettes, servi par une troisième marionnette en gant blanc. Tout était mort, comme enfoui sous la cendre. Le docteur Enerscheid ne m'a pas quitté des yeux pendant tout le souper. On aurait dit une horrible araignée. Et sa mère posait sur nous son regard de serpent. Encore aujourd'hui, c'est un cauchemar pour moi. Une horrible soirée. Horrible. Alors, vous n'y êtes pas retourné? Si, mais pour une autre raison. Le docteur Enerscheid m'a téléphoné dès le lendemain. Je vous parle au nom de ma sœur. Elle m'a chargé de vous transmettre ceci. Elle ne veut recevoir aucun coup de téléphone. Elle ne veut recevoir aucun bouquet de fleurs. Elle veut que vous cessiez toute relation avec elle à partir de maintenant. Vous m'avez bien compris, monsieur. Ceci a été décidé de sa propre volonté et j'étais chargé de vous transmettre le message. Je crains de ne pas pouvoir vous être utile. Oui, je sais. La famille Enerscheid. Vous les connaissez depuis longtemps, monsieur le curé? Oui, évidemment. Nous avons formulé plusieurs hypothèses de travail. Et nos soupçons se portent sur deux personnes. Dans les deux cas, nous avons des indices, des empreintes et des points d'appui. Alors bien sûr, si vous saviez quelque chose... Je vous interromps immédiatement, monsieur le commissaire. Mon ministère me défend de violer le secret de la confession de mes fidèles. Mais est-ce que vous avez entendu la confession de la vieille dame avant sa mort, monsieur le curé? Cela fait justement partie du secret dont je parle. Mais puisqu'elle est morte... Ce secret ne doit jamais être violé, même après la mort. Mais... la confession de la vieille dame... Que Dieu lui vienne en aide. Oui, bien sûr. Je veux seulement dire que si la mère avait avoué en confession le meurtre de sa fille, par cet aveu, son fils serait disculpé. Cela ne fait pas le moindre doute. Monsieur le curé, ne croyez-vous pas que votre devoir... Mon devoir est de garder le secret à tout prix. Quoi que puisse être ce qui m'a été avoué par la vieille dame dans sa confession. Et en supposant que ce fils se trouve dans une situation pour le moins délicate qu'on l'inculpe de l'assassinat de sa sœur. Même dans ce cas-là. Même dans ce cas-là. Voyez-vous, le plus souvent on oublie les péchés véniels. Toutes ces petites fautes légères dont la plupart des gens s'accusent, on les oublie immédiatement. Mais parfois non. Parfois c'est lourd, vraiment, d'être dépositaire de terribles secrets. Mais c'est là, justement, que se trouve le sens de la confession. Je suis dépositaire de terribles secrets. Mais si ces secrets m'ont été confiés, c'est que le bon Dieu veut qu'il en soit ainsi. Alors je vous remercie, monsieur le curé. Mais je ne vois pas pourquoi. Je n'ai pas été en mesure de vous aider. Alors je m'en vais donc faire préparer pour le docteur Enerscheid un mandat d'arrêt. Non? Vous connaissez comme moi votre devoir, commissaire.
Ah, c'est vous, docteur Enerscheid. J'avais convoqué seulement votre maître d'hôtel. Le docteur a tenu absolument à être présent. Vous accompagnez votre valet de chambre? Il y a des points obscurs au sujet desquels vous désirez peut-être me poser des questions, commissaire. Je ne veux pas me dérober à ces questions. Bon, eh ben, on va voir ça. Vous avez été incapable de me garder le secret, vous. Bon, allez, maintenant, asseyez-vous, asseyez-vous. Qu'est-ce que tu tapes là, Gert? Je tape toute la déposition que nous a faite M. Ridinger. Ah oui, la déposition. Nous avons en main tous les éléments. Le docteur Enerscheid devait être très jaloux quand sa sœur a fait plus ample connaissance avec M. Ridinger au cours de la soirée du 4 mai. Il aurait même dit que... Arrête, ça suffit. Docteur, vous avez parlé tout à l'heure de certains points encore obscurs. Vous faites allusion au coupe-papier que j'ai trouvé dans votre bureau. C'est exact, commissaire Custer. Je crois que ça pourrait être l'arme du crime. C'est l'arme du crime. Monsieur Peltz, vous avez pris le coupe-papier qui se trouvait dans le cabinet de travail du défunt père et vous l'avez caché dans le bureau du docteur. Pourquoi? Je peux imaginer que vous vouliez couvrir le docteur, mais en même temps vous le chargiez. Pourquoi? Expliquez-vous. Vous avez apporté le manuscrit pris chez le docteur, rue Amalie, pour faire tirer des photocopies du texte, et vous me les avez envoyées ensuite. Est-ce que vous cherchiez à compromettre le docteur? Et d'où pouviez-vous bien savoir que le manuscrit rapportait l'histoire d'amour du docteur Enerscheid et de sa jeune sœur? Je vous le demande. Vous ne connaissez pas les hiéroglyphes. Tu as vraiment fait ça, Will? Oui. Mais c'était parce que madame... Docteur, si j'ai fait tout ça, c'était pas pour vous faire du tort. Mais j'ai servi madame tout au long de ma vie. Alors, par conséquent, votre mère connaissait le contenu. Elle connaissait le contenu. Du moins le commencement, car au début, je leur lisais à toutes les deux ce que j'écrivais. J'étais fier de mon œuvre, oui. Très fier, je l'avoue. Au début, elle ne s'est pas aperçue de la violence de notre passion, mais par la suite... Elle voulait nous séparer de force. En nous déshéritant. J'ai ici le rapport des chimistes sur le coupe-papier. Ils ont trouvé sur ce coupe-papier des traces de sang. On voit qu'on a essayé de le laver plusieurs fois, mais il en reste suffisamment pour pouvoir constater la présence de ces traces. Et le groupe sanguin est le même. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Parmi les empreintes relevées, il y a celle de votre mère. La grande famille Enerscheid, dont le renom a brillé depuis tant de générations. Tout cela s'est trouvé brusquement plongé dans ce qui était pour elle la honte. Et le jour où elle a vu cela, elle n'a pas pu en accepter le déshonneur. La vieille dame n'avait plus qu'un seul but, à tout prix effacer cette souillure, laver ce péché. Et c'est pour ça qu'elle a assassiné sa fille. Oui. Et son fils devait être puni de sa faute pendant toute sa vie, d'où les photocopies qui nous ont été envoyées. Et le coupe-papier trouvé dans votre cabinet de travail, eh bien, elle a dû l'y déposer la nuit même de sa mort.